Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour l'échiquier international en direct sur Al24 News. Le torchon brûle entre Paris et Bamako. Hier, le ton est monté d'un cran lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lorsque le Mali, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, est revenu à la charge, accusant la France de violer son espace aérien et de livrer des armes aux terroristes. Des accusations d'une extrême gravité qui, bien entendu, ont provoqué l'ire de la France. Son ambassadeur à l'ONU s'est insurgé hier, rejetant des accusations, je cite, diffamatoires. Sauf que Bamako dit détenir des preuves et exige la tenue d'une réunion spécifique pour les présenter. Bref, les choses se présentent mal entre-temps. Le Mali continue de vivre une crise multidimensionnelle. On va en débattre ce soir avec mes invités. On retrouve de Bamako Mahaman Alpha Cissé, journaliste. Bonsoir, Monsieur Cissé. Vous êtes éditeur du billet hebdomadaire au Mali, l'Observatoire. Et de Paris, on retrouve Prince Koya. Bonsoir, docteur, chercheur en sciences politiques, spécialiste de l'Afrique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entamer le débat, je vous propose de suivre en images la vive altercation hier entre Paris et Bamako en plein réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, relatée dans ce sujet de Souad Ben Batouche. Bamako revient à la charge et ne mâche pas ses mots, et ce par la voix de son chef de la diplomatie. Le Mali pourrait exercer son droit de défense si la France continuait à s'ingérer dans ses affaires internes et à tenter de déstabiliser le pays. Devant le Conseil onusien, Abdoulaye Diop affirme que Bamako dispose des preuves de ces accusations et appelle à la tenue d'une réunion spécifique pour les présenter. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles. Populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le 15 août dernier, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Diop accusait Paris de violer l'espace aérien malien et de livrer des armes et du renseignement aux terroristes. Des accusations niées par la France. D'ailleurs, l'ambassadeur français auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière, s'est insurgé hier contre ces accusations qu'il a qualifiées de diffamatoires. Bamako ne compte pas pour autant lâcher l'affaire. À la demande des populations maliennes, le joug de l'ancienne colonie française dans le pays doit rendre son dernier souffle. On vient de le suivre. Alors, la France est accusée par le Mali d'actes d'agression et d'espionnage. D'abord, un mot sur cette escalade de tension. Il faut dire que cette tension règne entre les deux pays depuis déjà un certain temps, docteur Prince Koya. Oui, en effet, les tensions sont vives entre le Mali et la France depuis donc l'avènement au pouvoir des militaires. Les militaires, on sait, ont conclu une alliance avec le Huthi. Donc ils rompt ainsi donc la traditionnelle entente, sinon la traditionnelle histoire diplomatique et politique entre la France et le Mali. Et donc change de partenaire diplomatique géopolitique, donc à l'instar de la Russie. Donc le Mali est désormais allié de la Russie et a donc bouté la France hors de son territoire. Ça, c'est la première donc source finalement des frictions entre Paris et Bamako. La deuxième, c'est que la plus grande mission militaire extérieure française sur le continent africain, qui était la mission Barkhane, a été aussi chassé du territoire malien à la demande donc des
Des militaires, autorités. et cela s'est fait récemment dans le mois de juin. Oui. Donc, c'est l'un des motifs de friction militaro-politique, diplomatique entre Paris et Bamako qui mettent aujourd'hui le feu aux poudres sans justement évoquer les dernières accusations portées contre la France, alléguant finalement que la France, bien qu'ayant quitté le territoire malien, essaie toujours de soutenir par quelque moyen que ce soit les forces armées rebelles djihadistes se trouvant sur le territoire malien au moyen donc de renseignements qu'elle fournit donc à ces groupes, mais aussi au moyen de largage d'armement nécessaire justement à ces groupes-là pour mener la guerre contre le gouvernement malien. Donc voici un peu les grands points de cristallisation aujourd'hui entre Paris et Bamako. Alors, on va tenter d'en savoir plus sur ces accusations. De quoi s'agit-il exactement, Maman Cissé? On s'interroge, quelle est l'origine de ce bras de fer, de ces accusations principalement d'espionnage et d'actes d'agression? Qu'est-ce qui a fait que le Mali s'en prenne à la France de cette manière? Alors, le Mali, comme vous le savez, c'est quand même à partir des faits, des preuves suffisamment documentées, c'est à la base de ce fait suffisamment documenté que le Mali a jugé nécessaire de porter au niveau international, en tout cas ces accusations, puisque la partie française, vous le savez, vous le constatez aussi, depuis un moment a fait comme si ces preuves qui l'accablent ne reconnaissent pas et ne fait même pas cas de ces preuves-là. Donc le Mali aujourd'hui n'a pas le choix que d'aller au Conseil de sécurité, en raison en tout cas de l'agacement même au niveau national, puisque depuis plusieurs années, des voix commencent à s'élever pour dire oui, la France est intervenue au Mali, mais le résultat escompté n'est pas là. En dehors de ça, on a vu que l'insécurité qui était quand même dans une partie du territoire s'est retrouvée sur l'essentiel du territoire national. En même temps, on a vu que cette présence n'a pas diminué l'existence de groupes terroristes et surtout, on pensait qu'avec la force Barkhane, que le Mali allait avoir quand même un début de stabilité. Et c'est ce qui a véritablement motivé, en plus de ces preuves qui, je vous le rappelle, sont des preuves suffisamment détaillées, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, pour être portées à la connaissance de la communauté internationale. La question qui se pose également, est-ce que ces preuves sont avérées? Maman Cissé, est-ce que vous détenez des informations sur la nature de ces preuves que dit détenir Bamako? Alors, moi, je ne détiens pas de preuves, mais je préfère toujours se mettre derrière cette voix officielle qui est aujourd'hui bien présentée, bien représentée à travers le ministre des Affaires étrangères qui, dans ses explications, dit en tout cas attendre le moment propice pour le faire. Et je crois que le Mali ne va pas être un peu dans la légèreté que certains croyaient, c'est-à-dire le preuve que le Mali, dont dispose le Mali. Les preuves seront mises à la disposition du Conseil de sécurité et non sur des médias ou des réseaux sociaux. En tout cas, moi je pense que au regard de ce qui a été dit hier et surtout l'agitation que vous avez vue au sein du Conseil de sécurité, oui, montre que ces preuves-là risquent de faire mouche. C'est une situation presque inédite quand on revient sur ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité. Prince Koya, on aimerait savoir, le ministre malien en tout cas des Affaires étrangères semble déterminé et tout à fait sûr de ses propos. Il appelle d'ailleurs à tenir dans les plus brefs délais une réunion spécifique au Conseil de sécurité pour justement présenter les preuves qu'il dit détenir. Cela signifie quoi exactement, une réunion spécifique au sein du Conseil de sécurité? Qu'est-ce qui pourrait arriver lors de cette réunion? Je vous remercie. Qu'est-ce qui pourrait arriver, avant même d'y arriver, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour déclencher cette réunion spécifique?
Parce que si la réunion spécifique tarde depuis que Bamako est en train de la demander, c'est parce que l'initiative doit être prise par l'un des membres du Conseil de sécurité, à savoir les 5 membres permanents et les 10 membres non permanents. Il faut dire que le Mali a porté plainte contre la France et cette plainte a été bloquée à l'ONU auparavant. On ne peut pas dire qu'elle a été bloquée. En fait, il faille que l'un des 15 membres du Conseil de sécurité prenne l'initiative de la réunion. Le Mali a introduit une demande et il revient donc aux 15 membres qui composent le Conseil de prendre l'initiative de la réunion, de dire, bon voilà, ils ont exposé un problème. En tant que membre du Conseil, nous sollicitons une réunion extraordinaire ou une réunion spécifique. Le problème, c'est que parmi les 15 membres, dont la Chine, la Russie, qui sont alliés du Mali, n'ont pas encore pris l'initiative de cette réunion. Mais on ne sait pas pourquoi. Parce que tant que cette réunion n'a pas lieu, le ministre des Affaires étrangères ne compte pas exposer les preuves. Et c'est là où se pose le problème. Au point où le ministre des Affaires étrangères récemment a demandé à la France elle-même de convoquer cette réunion. Et la France répond que nous, on n'a rien à se reprocher. C'est vous qui dites que nous faisons, alors apportez les preuves. Voyez, donc nous, on n'a pas à convoquer la réunion. Voyez d'autres membres du Conseil de sécurité qui peuvent prendre l'initiative d'une telle réunion. Et à cette réunion, on attend que vous exposez les griefs qui sont faits contre nous. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme vous le dites, on n'a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves qui ont été brandies. On attend effectivement cette réunion. Mais je me doute que l'affaire de Gossi, du nom de cette ville, l'affaire du 22 avril 2022, sur laquelle la France a eu à cibler, est-ce pas drone, est-ce pas satellite, le territoire malien, accusant effectivement les militaires maliens d'avoir fait un charnier dans la ville avec les Russes. Cette affaire a suscité et a soulevé effectivement le courroux des Maliens. Et effectivement, je me doute que ce soit l'une des preuves qui est constituée donc dans le dossier, parce que finalement, la France dit qu'elle part, Barkhane dit qu'il part, mais finalement la France continue à espionner notre territoire par tous les moyens, soit aérien, soit satellitaire. C'est l'une des preuves finalement que la France est partie sans vraiment partir de chez nous. Donc c'est l'un des éléments certainement qui vont être relevés, mais pour l'instant, il n'y aura pas de réunion spécifique si l'un des 15 membres du Conseil de sécurité n'en a pas pris l'initiative. Toujours sur ce point, Maman Siské, est-ce que vous pensez que la requête de Bamako pourrait être acceptée lorsqu'on sait que des pays comme la Russie soutiennent les autorités de transition maliennes, le pouvoir au Mali? Oui, on le souhaite, et aujourd'hui l'espoir réside à ce niveau. L'espoir réside aussi au niveau des autres pays qui aujourd'hui ont compris la démarche des autorités maliennes, la volonté du peuple malien qui est aujourd'hui cette volonté et de s'affranchir de la présence militaire française, de tout ce qui est en tout cas action française dans le pays. Alors moi je pense qu'en dehors de ça, et je dis bien en dehors de la Russie et d'autres pays, la Chine, le Mali peut compter sur d'autres pays encore. Vous l'avez vu hier quand même, dans la salle, il y a quand même des pays africains qui étaient dans la salle. On peut compter sur beaucoup de choses. On peut compter surtout sur le fait que aujourd'hui, le Mali veut une confrontation. J'ai dit, peut-être pour la France aussi, si elle est dans les bonnes dispositions, elle aurait quand même dit accepter et diligenter cette réunion si elle ne se reproche pas quelque chose. Par rapport à ce que vient de dire mon co-débatteur, ce n'est pas seulement l'affaire de Gossi. Les preuves qui sont aujourd'hui sur la table dépassent cette affaire de Gossi qui n'est qu'un camp militaire parmi tant d'autres. Il y a le fait que dans cette plainte, on parle de largage du matériel pour le groupe terroriste. C'est suffisamment grave pour que ça puisse
passer inaperçu et que ça ne puisse pas faire l'objet d'une réunion ou d'irriter en tout cas les autres membres de la communauté, du Conseil de sécurité. Très bien. Donc, admettons, Prince, que cette requête de Bamako soit acceptée et que la réunion se tienne. Quelle pourrait en être l'issue? Je doute que l'issue ne soit que symbolique. Hein. C'est-à-dire que le veto que possède la France, et si jamais il y avait des preuves contre elle, je doute que le veto de la France la sauve ou la préserve sur d'une résolution du Conseil de sécurité contre elle. Hein, c'est-à-dire que tous les grands pays détenteurs du droit de veto n'ont quasiment jamais été sanctionnés par des résolutions du CSNU. Si elles ont été, c'est vraiment dans des mesures assez faibles. Hein. On le voit aujourd'hui avec le cas russe, on l'a vu avec le cas des États-Unis, dans d'autres pays. On se rend compte que finalement, les membres permanents jouissent d'une certaine impunité. Bien qu'on soit face à des accusations très graves, hein, Prince Koné. Oui, mais il y a eu la guerre en 2003 en Irak. On avait dit qu'il y avait des armes nucléaires. Mais vous avez vu que lorsque ces faits ne se sont pas avérés, il n'y a eu aucune sanction contre les pays qui l'ont fait. En Libye, on l'a vu également, on a dit qu'il y avait tout ce qu'il y avait. On a vu qu'en 2014, il y a un rapport britannique qui a dit que la guerre a été lancée sur des causes infondées. Mais le mal a été fait et aucun des 5 membres qui ont lancé cette opération n'ont été sanctionnés. C'est historique ce que je dis. Donc, généralement, les 5 membres permanents, en raison de leur droit de veto, sont difficilement sanctionnables. Ce que Bamako recherche, c'est non seulement de dire à la France, vous voyez, avec ça, c'est dire qu'on n'a vraiment plus besoin de vous. Ça, c'est un. Ou de deux, on veut peut-être travailler avec vous si vous le voulez, mais dans un respect total et absolu de ce que nous sommes en tant qu'État souverain. Oui. C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, on vous répondra coup pour coup. Et enfin, ça veut dire que si les preuves sont apportées à la face du monde, le Mali se réserve le droit désormais d'attaquer les avions, les drones ou tout outil d'espionnage français sur son territoire en cas de légitime défense. Donc, le Mali cherche à dire au reste du monde, vous voyez, je ne veux plus de la France, mais elle s'entête à rester chez moi. Alors, lorsque je prendrai des mesures répressives, qu'on ne m'accuse pas d'être un État agresseur, parce que je suis plutôt l'État agressé. Donc, voici diplomatiquement, en termes de symbole, en termes d'image, mais aussi en termes de prévention, ce que le Mali cherche à faire à travers cette réunion. Sinon, le principe voudrait que lorsqu'un pays vous espionne, vous attaque et que vous en avez les preuves, vous utilisez les moyens dont vous disposez pour le bouter hors de votre territoire. Je pense que c'est la solution la plus radicale qui soit, mais aujourd'hui, le Mali cherche finalement à montrer la face hideuse de la France sur la scène internationale. Très bien. Dans sa réponse, en tout cas, la France, par la voix de son ambassadeur à l'ONU, Nicolas de Rivière, a rappelé les circonstances du déploiement de la force Barkhane, rappelant que durant 9 années, la force Barkhane avait été déployée à la demande du gouvernement malien. On peut dire, on le constate d'ailleurs à travers cette escalade de tension entre les deux capitales, que c'est un petit peu, si vous voulez, cela sonne le glas de l'opération, de la présence française au Mali, Maman Cissé. Oui, ce qu'il faut dire, on ne nie pas que cette force, à un moment donné, sous le sceau de l'opération Serval, avait quand même permis de stopper, si on peut le dire ainsi, c'est comme ça la formule considérée, l'avancée des groupes terroristes, le groupe terroriste vers le sud du pays. Mais ça, c'est, comme on le dit, autant automate. Hier, la France qui a
avait quand même ce soutien populaire, ne pouvait pas bénéficier de même soutien aujourd'hui parce que, il faut le dire, les réalités ont changé, la donne a changé et que les acteurs même ont changé. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en face d'une situation où le pays veut quand même se retrouver dans une sorte d'indépendance, comme l'a dit tout à l'heure mon co-débatteur. Le Mali veut en tout cas s'affranchir de tout ce qui est cette coupole française qui, à un moment donné, il y avait un grand espoir sur ce soutien, mais ce soutien n'a pas donné grand-chose. Ce n'est pas seulement les autorités qui le disent, mais c'est une bonne partie du peuple malien qui le clame. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, difficile de compter sur un quelconque recul ou un quelconque comment dirais-je, recul de la part des autorités maliennes. Il y a un problème de son, Maman Cissé, monsieur Prince, Prince Koya, voilà. À travers tous ces éléments, ces tensions avec la France, on peut le dire, ces tensions contribuent à raviver le sentiment anti-français qui ne cesse de gagner du terrain dans d'autres pays du Sahel. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la France en Afrique? Lorsqu'on sait que tout a commencé au Mali. Oui. Oui, le Mali n'est pas le premier pays à avoir, de l'ancien précaré français à lui avoir fait un faux bond. On a commencé d'abord par le Centrafrique en 2015, mais aussi plus tôt en Côte d'Ivoire depuis 2004 avec le président Gbagbo à l'époque, déjà qui était aux prises avec le président Chirac. C'était déjà les premiers signes d'un réveil, sinon d'une résistance africaine vis-à-vis de ce qu'on appelait la France-Afrique. Oui. Et on a eu le Centrafrique, la France a perdu le Centrafrique, un pays sur lequel la France avait pignon sur rue. On arrive avec le Mali aujourd'hui, un pays historiquement lié à la France, avec le plus grand nombre de ressortissants subsahariens en France, donc un pays qui entretient des relations historiques, politiques et diplomatiques très anciennes avec la France. Ce que je disais justement, le Mali cherche effectivement à montrer la face hideuse et à porter le coup de grâce à la France-Afrique, qui est déjà en souffrance depuis très longtemps. Donc là, le Mali veut être le pays libérateur, donc entre guillemets, de manière symbolique, des pays africains subsahariens vis-à-vis de la domination française. Donc je pense que cette guerre, cette humiliation que le Mali souhaite porter à la France sur la scène internationale, comme je vous le disais, porte un symbole. Ce n'est pas parce que la France sera sanctionnée, parce que je n'y crois pas, mais c'est vraiment porter le coup de grâce. Et cela, comme vous le dites, active, sinon amplifie, je ne dirais pas le sentiment anti-français, parce que j'ai toujours été contre cette suggestion, parce que ce sentiment, c'est beaucoup plus, pour moi, ça inspire du racisme vis-à-vis de la France, des Français. Au contraire, comme je l'ai toujours dit, même sur votre chaîne, j'ai toujours dit, c'est davantage un ras-le-bol anti-ingérence française. C'est un ras-le-bol anti-France-Afrique. C'est un ras-le-bol pour la souveraineté des pays africains qui ont toujours pensé être marginalisés, instrumentalisés par la France. Il y a une vraie volonté de voir les États africains, leurs dirigeants et leurs populations diriger et décider de manière pleine, conformément à leur constitution, conformément à leurs valeurs, la manière de diriger leur pays, leur modèle économique, la manière d'exploiter leurs ressources, et que cela ne soit plus dicté par l'Élysée. Je pense que, de manière profonde, voici ce que les Africains veulent. Mais sinon, les Africains aiment la France, ils aiment les pays européens. Il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau. Seulement qu'ils ont appris de leur longue histoire qu'ils n'ont jamais été vraiment libres de mettre en œuvre les programmes politiques qui leur étaient propres, parce que cela a été toujours dicté par l'Élysée et par les intérêts français. On pourrait discuter de cela, de la véracité de cela ou pas, mais il y a eu des faits historiques qui l'ont montré. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce ras-le-bol-là qui est cristallisé aujourd'hui par cette attitude guerrière des
maliens vis-à-vis de la France. Eh bien, merci Prince Koya pour cet éclairage. Merci également au journaliste malien Maman Cissé pour son intervention. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez fidèles à L24 News. Très bonne soirée.